Bonjour ou bonsoir, fidèles internautes. Eh bien, comme vous le savez, l'audience en référé sur l'assignation des enfants d'Ibris Parfait Kolela et leur tante Lydie Millepied par la veuve Nathalie Kolela a eu lieu lundi 10 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny. Le verdict tombera le vendredi 14 janvier 2022. Mais comme vous le savez également, juste après cette audience, des heurts ont éclaté entre partisans des deux partis, notamment ceux venus pour soutenir Madame Nathalie Kolela et ceux qui étaient venus pour soutenir les enfants d'Ibris Parfait Kolela. Des affrontements d'une violence inouïe qui laisse pantois. Maître Dominique Nkunku était également au tribunal de Bobigny. Il est notre invité aujourd'hui. Moi, c'est Christian Perrin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur TLR TV et merci d'être au rendez-vous de ce numéro Droit de savoir. Bonjour, Maître Dominique Nkunku. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Dominique Nkunku. Soyez donc bienvenue sur notre plateau. Alors, Maître, des affrontements d'une violence rare qui éclatent dans un tribunal, alors que l'affaire qui oppose les deux parties est entre les mains des juges. J'ai bien envie de savoir si vous avez déjà vécu de telles expériences dans votre carrière. Jamais, jamais, vraiment jamais. Et pourtant, j'ai eu des dossiers très dangereux, hein, entre guillemets, des dossiers où les passions étaient très exacerbées, mais jamais je n'ai eu une situation pareille, jamais. Et c'est l'horreur, c'était l'horreur. C'était vraiment l'horreur. Alors, c'était l'horreur. Quelle interprétation donner à ce genre de comportement? Alors que l'affaire est entre les mains des juges, sinon du parquet, pourquoi est-ce que les gens pouvaient encore en venir aux mains? C'est-à-dire cet affrontement, et on dit bien d'une violence rare. On nous dit d'ailleurs que certains auraient des armes blanches et d'autres des armes à feu. Je pense que de manière générale, il faut que nous arrivions à pacifier la vie politique au Congo. Et je crois que c'est la physionomie véritable de la gestion du pouvoir, de l'exercice du pouvoir au Congo, qu'on a vu se transporter du Congo vers la France. Et pas seulement la France, mais jusqu'à l'intérieur du temple même de la justice. Et c'est cela qui est très grave, très important, parce que nous sommes passés d'une justice judiciaire, une justice où tout le monde normalement attendrait que le tribunal puisse délibérer, puisse poser des questions, mais il y a le choix de la justice privée. La justice privée, ça dit que c'est sa vengeance, qu'on fait ce qu'on veut, ainsi de suite, et non seulement la cause congolaise en est en pâtit, mais également, il s'agit là, surtout que c'était beaucoup la jeunesse qui était là. J'attire l'attention de la jeunesse sur le fait que il faut apprendre à vivre la vie politique avec son propre jugement. Mais là, ce qui était le plus grave, j'ai le sentiment d'une préméditation quand même, parce que l'audience s'est passée dans des bonnes conditions. Nous avons eu des avocats qui ont été qui sont respectés de part et d'autre. Et je peux dire aussi que les avocats, j'ai même appris plus tard que mon confrère Ndokolo a été carrément pris à partie. Mais il a fait son travail, il a été très bon, comme son confrère aussi. Et donc, je ne comprends pas cette manière de vouloir pas perturber l'audience. Attention, c'est là la différence. Parce qu'on aurait pu venir perturber l'audience. Mais non, c'est après l'audience, on sent qu'il fallait absolument non seulement attaquer les avocats, mais également agresser. Le bon terme, je crois que c'est celui-là. Agresser ceux qui défendaient Madame Lydie Kolela. Et cela est fort dommageable. Fort dommageable, puisque pour l'idée, la fierté que l'on peut avoir de soi-même, et puis également le respect de la justice, et aussi ce carcan dans lequel on s'est mis je dirais, en prison.
qui Oui, mais consiste maître, à… qu'est-ce qui peut justifier de tels comportements? Parce que jusque-là, moi, je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que l'audience a eu lieu, tout le monde a assisté, et au sortir de là, que les gens veulent se faire justice eux-mêmes, alors que nul ne doit se faire justice. Moi, je crois que c'est vraiment la notion de la préméditation qu'il faut arriver à creuser, parce que s'ils étaient venus pour perturber l'audience, ça se serait vu et su pendant l'audience. Et or, il y a eu beaucoup de dignité, il y a eu même des personnes qui ont pleuré, ainsi de suite. Donc, on sent une grosse émotion. Mais je crois que de l'autre côté, euh, rien que le fait je dirais, d'insulter ou de menacer, même verbalement, le confrère de Colo, montre bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et deuxièmement, cette agression, quand vous parlez justement des armes blanches, quand vous dites que d'autres auraient pu avoir peut-être même des armes à feu, ce qui montre bien qu'on n'improvise pas un couteau, on n'improvise pas même une sagaie, on la prépare en avance, vous voyez. Donc, ça signifie que les gens étaient venus, pas pour en découdre, mais j'ai envie de dire, pour continuer le crime. Pour continuer le crime. En fait, bon, mais disons, maître, est-ce que on peut penser que c'est des gens qui ont voulu se régler les comptes avec les autres? Est-ce que réellement c'est lié à l'audience qui a eu lieu? Je crois que c'était lié à l'audience. C'était tout de même lié à l'audience. Bon, bien entendu, quand j'ai le temps de regarder les réseaux sociaux, j'entends des insultes, j'entends des menaces réciproques, ainsi de suite. Donc, c'était pratiquement comme une sorte d'espace idéal pour pouvoir se régler physiquement les comptes. Mais c'est cette notion quand même de l'agression qui, moi, m'a surprise. Euh, Parce que je crois que même les personnes qui étaient agressées, parce que c'est d'un côté seulement qu'il y a eu des blessures, pas de l'autre. Donc, les personnes qui avaient été agressées, beaucoup ont été très surprises, je crois, dans cet événement-là. Il y a eu beaucoup de surprises et qui montrent bien que euh, les uns étaient préparés à cela et d'autres n'étaient pas préparés. Et autre chose également qui me paraît important à vous dire, M. Perrin, c'est que si ce n'était pas lié à l'audience, je pense que les gens auraient attendu au moins en dehors du tribunal. Vous savez, quand vous qui connaissez le tribunal de Bobigny, ce n'est pas comme le tribunal, par exemple, la cour d'appel de Paris ou même le tribunal judiciaire de Paris, où c'est en pleine ville. Or, le tribunal judiciaire de Bobigny est, je dirais, pratiquement à l'extérieur de la ville de Bobigny. Donc, ils auraient pu se mettre, par exemple, là où il y a le pont, se mettre derrière la chambre de commerce, ainsi de suite. Ou même, il y a une sorte de terrain vague. Ils auraient pu se mettre là, si c'était uniquement une sorte de guerre des gangs. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez? Mais ce n'est pas cela. Venir, entrer au tribunal et attendre que l'audience se passe. Et à la sortie de l'audience, agresser les uns et créer un trouble manifeste en fait pour les autres. Et je crois que là, il y a un lien vraiment à trouver et même à blâmer, à définir par rapport à l'audience elle-même, par rapport à l'affaire, vous voyez, par rapport à l'affaire. Ce n'est pas extérieur, c'est pas des gens, bon, c'est tellement peut-être que d'autres ont pris les substances, mais on sent bien qu'il y avait une volonté de résoudre un problème, mais un problème judiciaire. C'est-à-dire faire que la vérité, parce qu'au fond, c'est ça le camp. Il y a un camp qui veut absolument que la vérité soit dite, qu'elle soit déclarée, et d'autres, un camp peut-être qui ne voudrait pas que cette vérité soit connue. Et donc, on peut penser que le camp dont vous faites état a agi pour dissuader les autres qu'ils abandonnent, c'est cela? Je pense que c'est un peu comme un rapport de violence, un rapport aussi avec l'esprit d'impunité qu'on a. On a le sentiment qu'on peut commander, télécommander même des violences en plein Paris, et puis de l'autre côté, voilà, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. En fait, c'est un peu cela. Donc, les personnes n'étaient pas venues pour pouvoir, euh, je dirais, pour dire leur colère, mais pour empêcher que ces audiences continuent
avoir lieu pour empêcher, parce que pour moi, ça, ce n'était qu'une procédure de référé. C'est une procédure sur un élément déterminé. Mais dans la mesure où actuellement il y a un juge d'instruction qui est désigné, nous sommes en train d'entrer dans l'affaire Paco. C'est maintenant qu'elle va exister, cette affaire. Jusqu'à présent, on a poussé au maximum cette affaire pour qu'elle ne soit pas oubliée. Je me rappelle quand on m'avait informé notamment que Paco vient de mourir, tout de suite, on disait que c'était le Covid. Et moi, j'avais dit que ce n'était pas du tout le Covid, c'était un empoisonnement. Et je suis heureux que cette thèse soit étayée maintenant par des éléments scientifiques. Vous voyez, ce n'est plus comme avant. Mais et puisque vous en parlez, maître Dominique Nkunku, quels sont les éléments qui vous avaient permis en ce temps-là, cette appréciation de penser que c'était un décès par empoisonnement? D'abord parce que les personnes qui ont été proches du docteur Guy Parfait-Kolela n'ont pas été constatées positives. Donc, vous savez bien, c'est un peu il y a ce qu'on appelle les cas contacts, ainsi de suite, vous voyez. Mais pourquoi ces personnes n'ont jamais été déclarées positives au Covid-19? Ils peuvent avoir des anticorps beaucoup plus solides, c'est possible, non? Oui, peut-être. Une personne peut avoir des anticorps, mais c'est quand même toute une masse. Hein. Les ISA et tout ce monde ont été proches de Kolela. Quand on sait que c'était quand même quelqu'un qui allait en campagne. Et donc, quand on va en campagne politique particulièrement, on serre les mains, on rencontre des personnes, ainsi de suite. Donc, il y aurait peut-être eu l'hécatombe par rapport à cette situation. Et donc, il y a cela. Deuxièmement, c'est peut-être la connaissance du climat tel qu'il fonctionne au Congo. L'empoisonnement, c'est un peu comme à l'époque de la Roumanie. L'empoisonnement est devenu une arme courante. Et je dirais pratiquement l'empoisonnement fait partie du quotidien que doit affronter un homme politique ou une femme politique. Vous voyez. Et puis, troisième point, c'est que j'avais des éléments, parce que je suis un peu, en tant que politique, je suis obligé de m'imprégner réellement de cette réalité, des éléments qui me permettaient de dire que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas le Covid, mais c'était vraiment de l'empoisonnement. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai pu démontrer, surtout quand il y a eu, on a dit que Kolela est venu mourir au Bourget et qu'on a diffusé des informations à travers les médias. J'ai dit que c'était faux parce que du point de vue de la technique du droit, ça ne tenait pas droit, ça ne tenait pas bon. Ça ne tenait pas droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas cloché là? C'est-à-dire qu'en droit, il y a un principe majeur. Un principe d'ailleurs que j'ai décrit dans le livre qui s'appelle l'affaire Kabyle. L'affaire Kabyle, c'est une maman qui est arrivée à l'hôpital et qui n'en est jamais sortie finalement. Même le corps jusqu'à présent n'a pas été découvert. Et dans cette affaire, il y avait eu des sortes des déclarations qui avaient été faites, déclarations de décès, qui avaient été faites par un officier de police judiciaire. Et je me rappelle M. Brenguier, qui maintenant, perd son âme, est décédé, qui était l'expert français, le grand expert français quand il y a eu des attentats. Et c'était consulté, que l'État consultait. Donc, nous l'avions appelé et il est venu dans ce dossier. Il a même établi un rapport qui est dans le livre L'affaire Kabyle, pour les gens qui veulent l'avoir. Et il l'avait dit. Et de toutes les façons, le droit funéraire français le confirme qu'il y a deux cas. Quand il y a un décès, il y a un médecin qui établit un certificat de décès. Or, dans le cas d'espèce, Mme Kolela disait qu'il y avait un médecin et que c'est même le médecin qui lui avait demandé de partir, voyez. Et c'est le médecin aussi le médecin était où? À l'aéroport, c'est ce qui est dit. À l'aéroport. Donc, quand il venait l'atterrir. Voilà. Donc le médecin dit à Mme Kolela qu'il fallait absolument qu'elle sorte. Donc, Mme Kolela qui a refusé au début, je reprends exactement sa thèse, hein, qui a refusé au début et puis qui par la suite est arrivée sous l'assistance de ce médecin. Mme Kolela est sortie et je crois 5 ou 10 minutes après, le médecin l'a rappelé pour lui dire que son mari venait de mourir. D'abord, c'est assez curieux. Quels étaient les éléments qui auraient obligé une femme, une épouse, à refuser, plutôt à accepter
de descendre de l'avion. Si c'est la nudité, il connaissait la nudité de son mari. Donc, toutes ces choses-là n'étaient pas cohérentes. Et 2 jours après, je crois, j'ai reçu, puisque tous les documents souvent circulent autour de moi, j'ai reçu une déclaration de décès. Et fait étonnant, la déclaration de décès a été faite par un brigadier. Et non par le médecin. Non, non par le médecin, ni par le légiste. Et ce qui se passe, c'est que si le brigadier est allé faire la déclaration de décès, il l'a fait en tant qu'officier de police judiciaire. Et que dit la loi à ce sujet? Mais la loi dit que si c'est un officier de police judiciaire qui va faire la déclaration, ça signifie que c'est un cadavre qui a été trouvé dans la rue. En tout cas, c'est un cadavre qui, c'est pas, parce que l'officier de police judiciaire n'est pas un médecin. Donc, s'il va faire lui, ça signifie que personne ne sait la cause du décès de la personne. Donc, comme on ne connaît pas, et du coup, c'est la justice qui se charge de faire la déclaration de la personne. Donc, et là, c'est une règle de droit que Madame Kolela, sans doute, et puis tous ses partisans ignoraient, c'est que en faisant cet acte-là, eux-mêmes, ils informaient des experts comme moi que M. Kolela n'est pas venu vivant à Paris, n'est pas venu vivant au Bourget. Il était déjà un cadavre. Je récapitule, maître Dominique Nkounkou, cela veut dire quand le constat du décès est fait par un brigadier, par exemple, un officier de police, cela veut simplement dire que c'est un cadavre qu'on trouve quelque part. Absolument. Et pour quelqu'un qui décède, par exemple, d'une pathologie ou à l'hôpital, qu'on constate par un médecin, là, ce n'est plus le brigadier qui fait le constat, c'est le médecin qui fait le constat. Étant donné que le constat du décès de Guy Brice Parfait Kolela a été fait par un brigadier, cela veut simplement dire que Guy Brice Parfait Kolela est mort ailleurs, ça peut être à Brazzaville, peut-être dans l'avion, avant d'atterrir. C'est ce que cela veut dire. Ah ben bien entendu. De toutes les façons, quand il y a une pathologie, le brigadier n'a même pas de place aux côtés du médecin. Celui qui est habilité à pouvoir faire la déclaration, c'est le médecin. Et il y en a la responsabilité professionnelle. C'est lui qui doit indiquer le jour, le lieu et l'heure du décès. Et là, c'est une déclaration clinique. Mais quand il s'agit d'un officier de police judiciaire, au fond, ça tombe sous le sens. Quand un officier de police judiciaire découvre un cadavre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas appeler le médecin. Quel est ce médecin qui va venir? Le médecin ne peut pas venir parce que sinon, il engage sa responsabilité. Il est obligé de dire de quoi est mort ce monsieur. Et voilà, puisqu'on ne fait pas le médecin après la mort, est-ce qu'on peut penser que c'est bien cette situation où, disons, en connaissance de cette loi, que Madame Nathalie Kolela a refusé de signer un document dans lequel on lui demandait évidemment de reconnaître que son mari venait de décéder du Covid? Je ne pense pas. Je pense que c'était plus parce qu'elle connaissait elle-même la réalité. La réalité, c'est-à-dire que son mari est décédé. Que son mari avait pris l'avion en état de cadavre. Et puis qu'elle se disait, si je le signe, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'ordre du raisonnement scientifique, du raisonnement juridique. Mais c'est comme quelqu'un de l'intérieur qui sait bien qu'il est en train de mentir. Quand je dis mentir, il ne s'agit pas du tout des jugements de valeur, vous voyez. Mais je suis factuel quand je dis des choses comme cela, vous voyez. Parce que imaginons, c'est pas votre cas, mais vous savez bien que dans une poche, vous avez un bonbon un peu comme dans l'enfance, hein, vous voyez. Quand on te disait jure, 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 mais tu n'as pas envie de jurer, parce que je sais bien que la vérité, c'est autre chose. Moi, je crois que Mme Kolela connaît la vérité. Elle connaissait la vérité au moment où on lui demandait de signer. Et elle savait bien que tôt ou tard, ça éclaterait. Et elle a refusé, pas du tout par conviction, mais par peur. Mais là, il fallait être, je crois, fin expert pour arriver à dire que l'officier de police judiciaire nous a donné une sorte d'indice. Évidemment, le pouvoir qui a travaillé beaucoup avec Mme Kolela ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un concours qui dise « Monsieur, là, vous venez de nous dire que Kolela est arrivé en état de cadavre à Paris. » Et donc, ce qui confirmait ce que j'avais dit la nuit de son décès. Vous comprenez? Oui. Kolela est décédé à Brazzaville.
c'est un cadavre qui est venu dans cet avion. Et c'est en ça que cette histoire est très grave. Non seulement on assassine, parce que pour moi c'est un assassinat, avec beaucoup de préméditation, on assassine quelqu'un parce qu'il est le gagnant des élections, mais également on monte un stratagème qui voudrait que, je dirais, on met sur le dos de la France un crime qui a été préparé et organisé et exécuté au Congo. Lorsque je vous entends, vous êtes tellement confiant en ce que vous êtes en train de dire. J'ai devant moi un avocat et je sais que un avocat ne parle que lorsqu'il a des preuves et j'espère que ce que vous êtes en train de dire est démontrable, c'est-à-dire vous pouvez bien entendu le justifier parce que vous parlez d'un crime, vous parlez d'assassinat, vous parlez d'un cadavre qui est arrivé à Paris, donc de Brazzaville vers Paris. C'est vrai que vous avez dit au départ, vous l'avez déjà annoncé que finalement il était arrivé déjà mort. Mais moi je voulais un peu que vous nous expliquiez en quelques mots ces éléments, parce que c'est ça le problème en fait. C'est vrai que vous avez commencé à nous expliquer une bonne partie hein, de vos arguments, mais s'il était question d'aller sur les éléments palpables, sur des preuves, sur des éléments qui peuvent montrer qu'il y a eu crime, assassinat et autres, comment percevoir tout cela? Mais on y va déjà, on fait un peu comme on dit un raisonnement à rebours. Je vous dis que le fait que la déclaration soit faite par un officier de police judiciaire est anormal dans les procédures funéraires. C'est anormal. Donc, c'est déjà la preuve que Kolela est arrivé en état de cadavre. S'il y a des grands juristes, ils peuvent aller chercher dans les droits funéraires, malheureusement qui est très, très peu étudié un peu partout, mais dans le droit funéraire, il est bien établi que lorsque c'est un officier de police judiciaire qui va faire la déclaration, cela signifie simplement qu'il a rencontré un cadavre. On a dû l'appeler pour qu'il vienne constater qu'il y a un cadavre dans cet avion. Donc, ça, c'est une chose. Si les gens veulent m'attaquer sur ce point-là, ils n'ont qu'à m'attaquer. Maintenant, l'autre chose, la préméditation. Vous connaissez la déclaration de M. Ayessa. M. Firmin Ayessa, oui. C'est pas vous qui êtes un fin journaliste, qui êtes fait l'investigation, je dirais que c'est quand même des informations réelles. Ce n'est pas moi qui ai obligé Ayessa à parler. Ayessa, c'est un peu le héros de Sassou, héros avec A-U-T, hein, vous voyez, c'est pas héros H-E-R-O-S. Pourquoi on est arrivé à faire une déclaration pareille? Lorsqu'un enfant, je crois que c'est cela en substance, hein, quand un enfant n'écoute plus, ainsi de suite, mais de toute façon, ça soit appelé Kolela, son fils. Et puis, Kolela lui-même l'appelait papa. Je crois que c'est comme cela que ça se passait entre les deux. Mais lorsqu'un enfant se révèle, quand il devient un véritable homme politique, et évidemment, le lien factice entre père et fils, papa et fils, ça ne fonctionne plus. Et quand Ayessa dit cela, Ayessa ne nous a jamais dit quelle était la punition qui était réservée à l'enfant. Mais sauf que le cours des événements nous a montré que la punition était le décès de Kolela. Donc, si quelqu'un doit répondre, même Ayessa de répondre, que rassembler les faits. Troisième fait, pourquoi est-ce que Mme Kolela s'est sentie obligée de mentir? Je dis mentir en relation avec l'acte de décès. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Elle a quand même déclaré à des députés, ce que je dis là a été relaté dans un courrier des députés. Elle a induit la France en erreur. Elle a déclaré quoi exactement? Cette fameuse histoire en disant qu'ils sont arrivés au Bourget, son mari était là, il était vivant, qu'ils avaient même parlé, je crois, dans l'avion ou des choses comme cela, et que au moment où ce médecin est arrivé et lui a donné l'ordre de sortir de l'avion, et elle a voulu résister, et puis finalement, sous l'insistance du médecin, elle est descendue de l'avion, et elle a appris après que après le médecin lui a dit que son époux venait de mourir. Mais c'était un mensonge au regard de la déclaration du décès. Vous
comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que les faits, c'est des faits à l'observation. Mais c'est lié aussi à la connaissance. On ne fait pas du droit pour s'amuser, on fait du droit tout de même pour éclaircir les situations. Et là, dans le cas d'espèce, il faut que Mme Kolela puisse nous expliquer pourquoi ce mensonge, pourquoi mentir à la France, pourquoi impliquer un député. Mais c'est quand même des choses graves, ça. C'est peut-être à eux de s'expliquer avant que ce soit Concours qui s'explique. Maintenant, quand on regarde tous ces cheminements, et puis je vous laisserai parler, quand on regarde tous ces cheminements, il y a quand même toutes ces photos qui apparaissent maintenant. Et ces photos, c'est pas Dominique Concours qui les a faites. Hein. C'est Curex. Pourquoi il ne s'exprime pas? Pourquoi? Et parce qu'à Sécurex, il y a eu quoi exactement? Ben, écoutez, d'abord, vous savez que dans les photos que j'ai vues de l'ambulance qui amène le cadavre, il faut quand même appeler les choses par leur nom, qui amène le cadavre dans un sac sac à poubelle, c'est une ambulance de Sécurex. Et deuxièmement, la fameuse déclaration, la déclaration historique de M. Kolela, elle a été faite, je crois, à Sécurex. Il y a des personnes qui doivent aussi nous expliquer réellement ce qu'ils savent, comme M. Yombi. Et toutes ces personnes sont des personnes qui ont travaillé à occulter la vérité d'une manière ou d'une autre. Mais du moment où même son épouse reconnaît, sinon déclare que son mari est mort de Covid, c'est ce qui ressort d'ailleurs dans l'assignation, que son mari serait mort de Covid dans la nuit du 21 au 22. Mais vous voyez, tout ça, c'est des correctifs. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle avait refusé de signer la déclaration où on voulait lui faire dire que son mari serait mort de Covid. Vous êtes d'accord? C'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait, oui. Mais comment se fait-il que lorsqu'il assigne la partie adverse, lorsqu'elle assigne la partie adverse, elle puisse dire que son mari est mort de Covid? Mais c'est pas clair, ça. C'est pas clair. Et l'autre chose, d'ailleurs, dans cette assignation, mes brillants confrères l'ont soulevé, il y a tellement des erreurs de forme. Des erreurs de forme, mais aussi, par exemple, je crois qu'on a déclaré que c'était Christelle Sassou Nguesso, hein, c'est ça, hein, Oui, dans l'assignation, il est écrit que Guy Brice Parfait Kolela était le principal opposant au président sortant du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, au lieu de Denis Sassou Nguesso. Peut-être c'est des actes manqués. On peut parler d'un glissement, non? Des petites erreurs, certainement, à la frappe, non? Non. À ce niveau-là, je crois qu'il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Est-ce que, là, j'ai mis une opinion. Qu'est-ce que le nom de Christelle Nguesso vient faire dans cette assignation? Est-ce qu'il faudrait l'appeler à la cause? Est-ce qu'il serait commanditaire de tout cela? J'en sais rien. Là j'en suis à un élément de questionnement. C'est un questionnement. Parce que on glisse pas les noms n'importe comment. Un président de la République, même si je l'ai toujours contesté, Sassou, internationalement, on sait bien que celui qui s'est présenté aux élections, c'est Sassou Nguesso. Où est Christelle? Où est Christelle dans le cas? Il était où? Dans un sac, dans le sac à main de Mme Kolela? Non, non. Vous l'avez vu quelque part? Dans l'histoire, il n'est pas dans l'histoire. Et tout d'un coup, dans une assignation, c'est-à-dire un document judiciaire grave, qui appelle même le tribunal à se prononcer. On vient de trouver son nom. Pourquoi? Non? Ça ne vous pose pas de questions, même? Bien sûr, les questions sont là, mais bon, moi, mon rôle, c'est de poser les questions et à vous de répondre. Alors, Maître, on va essayer de regarder un peu quel impact peut avoir. Revenons sur les heures qui ont eu lieu au tribunal judiciaire de Bobigny. Quel impact peuvent avoir, évidemment, ces comportements dans la suite, bien entendu, de ce procès, sinon de cette audience? Bon, par rapport à l'audience, c'est vrai que ça s'est passé en dehors de l'audience. J'ai vu la juge passer, donc elle a vu elle-même, la présidente, elle a vu elle-même ce climat. Donc, ça peut peut-être l'interroger. Mais par rapport à l'audience, je crois que l'audience était clôturée, comme j'avais dit. On n'a pas constaté de violence à l'intérieur de l'audience. Mais le problème, c'est que les policiers qui ont été présents, qui ont vu la gravité de la chose, ont même conseillé, je crois, M. Monama, Faye Monama, et puis à M.
Elie Moussompa d'aller porter plainte. Donc, sont allés porter plainte. Et je ne crois pas que cette plainte restera, je dirais, sans effet. Donc, vous voyez, ça complique un peu cette affaire. Vous voyez. Donc, ça aura des conséquences à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, c'est aussi le climat général de cela. Parce que là, comme j'ai dit au début, on n'en est qu'au début des procédures judiciaires, en fait. L'affaire Kolela va commencer maintenant, puisqu'il y aura un juge d'instruction qui a été déjà nommé, qui a été désigné déjà. Comment va travailler ce juge d'instruction? Sur quelle base? Mais ce climat-là, il le saura. Il le saura. Et si la plainte prospère, les plaintes qui ont été déposées, les auditions qui ont été faites par M. Faye Monama et puis M. Comment s'appelle? Par M. Moussompa, si ces plaintes prospèrent, ces guerriers ces guerriers de la mort, ils vont être appelés à la barre. Ils peuvent être appelés même par le juge. Donc, vous voyez, les conséquences sont énormes. Mais quant à l'audience de la dernière fois, ça ne peut être qu'au niveau du ressenti d'un juge. Parce que vous savez que, normalement, en France, la conviction du juge, elle est importante. On parle beaucoup du fort du jugement, l'opinion, en fait, ce qu'il a au fond de sa conviction profonde, permet également de donner un sens à son jugement. Mais à ce niveau, je pense qu'il faut laisser la justice opérer. Et j'ai du respect pour la justice et je pense que c'est la conviction, son intime conviction que le juge va nous donner à travers la décision qu'il va prendre. Et puis les faits, et puis les plaidoiries et tous ces éléments-là. Mais maître Dominique Kunku, est-ce qu'on peut penser également que, de là tout, est-ce qu'on peut penser, on ne peut pas penser que madame Nathalie Kolela aussi quelque part veut un peu peut-être retrouver sa vie normale et qu'il faut très vite aller vers l'enterrement de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela et que cela pouvait motiver bien entendu cette assignation. Je pense que humainement, ça ne doit pas être facile à vivre pour madame Kolela, humainement. D'abord, je ne connais pas leur vie intime et puis je n'ai pas envie de m'immiscer dans cette partie de la vie qui est sa propre vie. Je pense que en tant que personne humaine, elle souffre beaucoup. Elle souffre. Je pense également que les enfants en eux-mêmes vivent une grosse souffrance. Mais est-ce de cette manière-là qu'il faut ou qu'il fallait traiter cette affaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il s'agit là d'une situation qui est devenue complexe. Et du coup, on frise le pénal dans cette histoire-là. Et en voulant urgemment mettre sous terre Kolela, il y a des actes que le juge d'instruction peut avoir besoin. C'est quoi par exemple? Quel type d'acte? Quoi exactement? Je crois qu'on voulait comparer les enfants. Les enfants voulaient comparer les ADN. Leur ADN par rapport au père. Et puis je pense que quand on a un gros dossier comme ça, c'est quand même un gros dossier. On ne se fie pas seulement aux allégations, aux apparences. On a envie de connaître le fond et la réalité des choses, en fait. Oui. Donc, je ne peux pas dire de quoi le juge aurait besoin. Mais en tout cas, il a besoin du corps. Et il faut savoir que l'exhumation, quand on fait l'exhumation, on a vu ça dans le cas de l'affaire Kabil, l'exhumation elle-même demande un autre travail. Vous voyez, l'exhumation n'est pas un travail, je dirais, c'est des procédures à part. Donc, le fait d'enterrer et d'exhumer, c'est des procédures différentes. Il faut que le procureur soit saisi, il faut en faire beaucoup de choses, vous voyez, qui sont compliquées. Donc, là, une fois plus, c'est de la précipitation et non le désir d'une femme de dire, ben, moi, j'ai envie de faire le deuil, ce qui est légitime. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire ce deuil-là? Peut-être pas. Peut-être et à l'allure où vont les choses et là où nous sommes arrivés, quelle alternative pour la veuve Nathalie Kolela? C'est l'appel à la vérité. Parce que je suis persuadé que les éléments montrent qu'il y a des choses qu'elle se laisse tromper, un peu comme beaucoup de gens. Là, j'émets une opinion d'homme politique. Comme beaucoup de gens se sont laissés tromper par Sassou.
à une sorte de fausse assurance. Mais cette fausse assurance, à un moment donné, elle finit. Et quand elle finit, elle fait mal. Et moi, je ne voudrais pas qu'une jeune dame comme elle finisse très mal. Vous voyez, parce que simplement, il a cru à un tyran qui règle ses comptes, qui tue tout sur son passage. Mais c'est une jeune qui a l'avenir. Et il n'y a que la vérité, au moins devant le juge, des aveux qui peuvent l'aider à sortir de cette situation. Et les peurs congolaises, elle est criminelle, c'est une situation criminelle. Enfin, Alors, voilà. Maître Dominique Coucou, dans le cas d'espèce, avec tout ce qui a eu lieu le 10 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny, est-ce que cela ne va pas affecter le moral, par exemple, des avocats? Et si c'est le cas, que doivent-ils faire pour continuer cette bataille? Non, je pense que c'est des confrères qui sont très aguerris, hein, surtout de la cause congolaise. Je ne pense pas que leur courage serait affecté. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre ce dossier à la légère. Et surtout qu'il y a des menaces, il y a du crime aussi qui est dans l'air. Vous voyez. Et donc, et puis on sent que c'est des gens qui sont absolument décidés à brouiller la vérité. Donc, je leur conseille beaucoup de prudence, mais dans le même temps, c'est pour cela que nous sommes avocats. C'est pour cela que vous êtes donc avocat. Il faut affronter les réalités. Alors, maître, on va quand même dire un mot sur l'actualité congolaise. Vous la connaissez. Actuellement, on parle de la révision constitutionnelle. Vous êtes également un politique. En dehors de votre casquette d'avocat, vous êtes un homme politique. Alors, il se joue à Brazzaville la révision constitutionnelle. L'article visé, vous le connaissez, c'est 157. Mais il se trouve que le 7 janvier dernier, donc le 7 janvier 2022, les deux chambres du Parlement congolais ont adopté à l'unanimité, curieusement, à l'unanimité, la révision constitutionnelle où les deux chambres du Parlement congolais ont adopté à l'unanimité en plus, le 7 janvier 2022, le projet de loi portant révision de la Constitution en violation flagrante de la Constitution congolaise. On cite deux articles qui ont été violés, notamment l'article 241 et l'article 151, qui fait mention, bien entendu, du délai des 15 jours que devraient observer les parlementaires avant d'adopter le projet de loi. Et l'article 241, c'est lorsque l'initiative vient du président de la République, le projet de loi peut être soumis au référendum, directement au référendum, après avis de la Cour, bien entendu, constitutionnelle, mais ce qui n'a pas été respecté. Monsieur Florent, ce que je peux vous dire, c'est que, contrairement à ce que beaucoup ont dit, c'est pour moi une bonne nouvelle. Parce que lorsque on typifiait Sassou Nguesso, il y avait toujours des personnes qui pensaient qu'il travaille pour les Congolais, et que à la limite, c'est un élu de Dieu, ainsi de suite. Et là, en fait, je dirais, il s'est exposé lui-même. Parce que ce qu'on oublie, c'est que cette constitution, elle a fait couler du sang. En 2015, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Tout à fait. Il y a eu des gens qui se sont opposés à cela. Mais ça soit tenu absolument comme un enfant qui a un jouet en main. Pour lui, la Constitution, c'était sa Constitution. Mais combien de fois, on sent bien que même les juristes qu'il a, c'est des bras cassés. Parce que combien de fois a-t-on révisé cette Constitution? Et j'ai envie de dire, c'était un mauvais conducteur, non seulement de la nation, mais également de l'état de droit du Congo. Et on voit bien, derrière ces manœuvres, selon ce qui se dit, c'est qu'il veut placer son enfant, Kiki. Mais est-ce que Kiki est Mboshi? Est-ce qu'il parle le même Mboshi? Et je crois que celui qui avait dit quel est l'avenir de Mboshi, j'ai envie de dire, il avait bien compris le drame dans lequel les Mboshi sont tombés. Vous comprenez? On les a utilisés comme une sorte de marchepied pour installer un royaume de mercenaires, au fond. Quant au droit lui-même par rapport à cela, ce que je peux dire, c'est que s'il y avait vraiment une volonté politique, si on avait des hommes politiques, il y aurait eu au moins des personnes qui auraient dit non,
au risque même de leur poste et puis au risque de leur portefeuille. On a fait lire un texte à Lissouba, le fils de Lissouba. Vous dites on lui a fait lire le texte. Ce n'est pas lui-même qui l'a conçu, ce ne sont pas ses idées. Non. Il n'a qu'à me montrer la preuve qu'il a. En fait, ça dit que c'est des montages. Quand on veut montrer qu'il y a quand même une opposition, il y a quand même ceci, on rédige un texte qu'on donne à un gamin qui va le lire. On voyait bien qu'il était essoufflé, comme s'il faisait un exposé dans une classe. Et évidemment, on a voulu le diffuser. Bon, moi, j'ai dit, surtout ne m'envoyez pas des chiffons comme ça. Parce que, vous savez, la nation, c'est une affaire sérieuse. Elle est trop sérieuse pour la laisser aux mains des barbares, aux mains des manipulateurs comme cela. La nation est en danger et c'est pour cela que j'appelle les Congolais, et là je parle en tant que politique, il faut mettre fin à ce régime-là. Parce qu'il en va même non seulement de l'identité du Congo, mais également de l'avenir du Congo. Et j'ai même envie d'aller plus loin aujourd'hui. C'est de dire au fond, beaucoup de mouvements, beaucoup de loges qui le soutiennent parce qu'ils donnent de l'argent, ainsi de suite, y compris même les maçons. Je ne le suis pas, mais ce que je connais de la maçonnerie, c'est que il y a des devoirs. Il y a une éthique, une morale. Mais dans le cas de Sassou, en fait, tout le monde est tombé dans la corruption. Donc, ce corrupteur, parce que Sassou n'est pas que corrupteur, il est la corruption même. Il a mis tout dans le chaos. Donc, évidemment, vous-même, vous soulevez que l'initiative étant entendu que c'est lui qui a pris l'initiative, même le délai simplement de 15 jours, c'est rien 15 jours. Et pour lui, il faut aller vite. Vous voyez, c'est comme un voleur. Et la nation est en danger. La nation est vraiment en danger. C'est-à-dire que là, ce n'est pas de la métaphore, ce n'est pas des effets de style, mais c'est vraiment un danger. Et à un moment donné, une nation peut mourir. Une nation peut mourir. Déjà, le fait qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont maintenant, on a acheté des terrains qu'on a donnés aux Rwandais. Et il y a beaucoup d'autres personnes. Moi, je ne suis pas contre le fait que d'autres nationalités viennent au Congo, mais qui viennent dans le contexte normal de la migration des peuples. Vous comprenez? Mais quand on les implante, à la limite, pour qu'ils prennent la place des Congolais qui devaient être là, là, je dirais, réveillons-nous. Mais c'est pas seulement se réveiller, c'est pas seulement parler. Il faut que nous puissions rassembler les forces pour, excusez-moi l'expression, peut-être qu'elle paraîtra brutale, mais bouter dehors, Sassou, et tout son système. Ça fait 40 ans qu'il jongle. Je crois que c'est la première fois qu'il a eu en face des gens qui lui ont dit stop. Parce que votre pays, votre Congo, il n'est protégé par personne. Vous avez insisté vous-même sur le fait que c'est l'unanimité. Et le Parlement et le Sénat, personne n'est opposé à ce texte. Personne n'a le courage de dire que ce qui se joue est dangereux. Ils n'ont même pas un amendement. Mais même pas une mise en cause d'un article. Et ça vous paraît normal, ça? Et moi, je demanderais même qu'on aille regarder les comptes de ces gens-là. Je suis sûr qu'on a glissé des enveloppes de gauche à droite, comme cela. Mais l'argent qu'on distribue, c'est quoi? C'est l'argent du Congo. Que ce soit un instituteur, quand il est venu au pouvoir, quand il a tué les gens, le cardinal et tout ce monde-là, quel argent il avait? Et regardez, vous connaissez Brazzaville, je pense. Maintenant, vous connaissez aussi. Très bien, oui. Est-ce que vous connaissez, vous voyez, vous savez, est-ce qu'il y a des familles qui simplement mangent à leur faim? Non. Est-ce qu'il y a des enfants qui savent qu'ils auront un avenir, que l'avenir même existe? Non. Combien de personnes, surtout des mamans qui m'écrivent, mon enfant est malade, moi, ainsi de suite. J'ai dit, mais où est le père? Le père même a disparu. Vous voyez? Donc, on est dans des situations de catastrophe sociale, d'implosion sociale. La pauvreté est devenue endémique. Donc, on ne peut pas. C'est quoi gouverner? C'est quand même apporter la prospérité à une nation. Mais ces Congolais-là, ces Congolais qui sont des grands généraux, des grands militaires, ces gens qui prennent l'argent, même qui en ont volé au Congo, à quoi ça sert tout cela? C'est le moment plus que jamais. Moi, j'en appelle un sursaut national. Et le plus tôt sera le mieux, je vous garantis. Vous savez, un jour, vous direz, Maître Kunku l'avait dit, mais c'est pas ce que je veux. Je veux rassembler les gens pour que nous trouvons les stratégies pour mettre fin
Et là, je m'adresse même aux puissances internationales, y compris à la France. Et le problème, le Congo, c'est pas Sassou. Même quand on a besoin de l'argent du Congo, mais c'est au Congo qu'il faut le demander, c'est pas Sassou. Les contrats, on peut les revoir, toutes ces choses, on peut les revoir sans sacrifier tout un peuple. C'est un crime qui se commet. C'est plus que génocidaire. C'est un crime. Quand j'avais parlé du génocide de la rue, tout le monde a crié j'étais le venin séparateur. Maintenant, je parle du génocide du Congo. Le Congo vit un génocide, M. Perrin. Nous avons le droit de laisser autre chose à nos enfants que cette catastrophe-là. Moi j'ai des enfants. Je voudrais que ces enfants arrivent à entrer dans ce pays qui est un si beau pays, qui est si riche. On n'est pas nombreux. À la limite, c'est une ville. C'est la population d'une ville. Mais comment pendant 40 ans, on n'a pas pu créer les conditions d'une vie maximale au Congo? Comment on a fait? Comment on a pu laisser un brigand pareil à la tête de l'État? Comment on a pu laisser... Vous connaissez l'histoire, par exemple, du cardinal. Je crois que c'est pas seulement politique, plus en tant que chrétien, je dis bien en tant que chrétien, plus je regarde l'effondrement de la population, l'effondrement de la richesse de la nation congolaise, plus je me dis que, au fond, celui qui est à la tête, il est possédé. Alors, vous dites qu'il est possédé, c'est bien vous qui le dites, maître Dominique Nkunku. Alors, moi, je voulais un peu savoir avec vous quelles conséquences politiques de ce qui est en train de se faire à Brazzaville, notamment la révision de la constitution congolaise. C'est vrai que vous avez rappelé, et tout le monde le sait, ce qui s'est passé d'ailleurs en 2015, en octobre 2015. Bon, maintenant, on relance encore la même constitution qu'on avait présentée comme étant celle qui devrait faire avancer ou évoluer les institutions. Aujourd'hui, on revient là-dessus, mais en voulant modifier un petit article, s'il faut le dire comme ça, mais qui est grand parce que ça porte quand même sur l'état d'urgence et l'état du siège. Alors, en voulant modifier ou en train de modifier cet article, on viole encore la Constitution. Quelles conséquences politiques? Mais en réalité, si vous le permettez, M. Perrin, vous savez que le sujet qu'on a abordé avant de Kolela va de pair avec cette modification de la Constitution. Parce que quel est l'enjeu de la... C'est-à-dire, quel est véritablement l'enjeu juridique, et je dirais même constitutionnel, du décès de Kolela, de la date du décès de Kolela? C'est que les élections doivent être annulées au terme de l'article 70, vous le savez vous-même. Donc, nous vivons une situation où Sassou n'est pas président de la République. Et donc, le combat, et je peut-être là, ça permet de faire l'exégèse de la violence qui s'est passée au tribunal judiciaire. Tribunal de... Oui, là, voilà. Oui. C'est-à-dire que Sassou joue le va-tout. Il sait que si cette vérité éclate, il n'est pas, même si le Congolais tremble devant lui, ainsi de suite, pour dire les choses, mais la communauté internationale saura que les élections doivent être recommencées. C'est quand même dans sa propre constitution. C'est pas Nkunku qui a écrit cette constitution. Vous me comprenez? Donc, l'enjeu de la bataille de Kolela sur Kolela, c'est évidemment rétablir un homme, c'est évidemment dire qu'il y a eu un crime qui a été commis, mais c'est aussi de dire que s'il est décédé la date que vous connaissez maintenant, 21, oui. Le 21, et qui n'est pas une date fixée par les Congolais, mais fixée quand même par la communauté scientifique. Ça signifie en clair que c'est au moment des élections présidentielles qu'il a été tué. Et donc, ça donne aussi de l'eau à la thèse de Aïssa. C'est qu'il y a eu préméditation pour qu'il soit tué. Mais sauf qu'il croyait qu'il allait au moins mourir au moins le 24 ou le 25. Mais il est mort au moment où cette constitution devrait entrer en action. Donc, les élections sont nulles. Et moi, j'ai dit, je me bats pour que ces élections soient annulées et je me porterai candidat. Et je vois qui c'est qui va m'empêcher de le faire. Et la conséquence, pour répondre à votre question, par rapport à la Constitution, c'est qu'au fond, on navigue dans une Constitution qui n'en est pas une. Le Congo n'a plus de Constitution, puisqu'on l'a carrément vidé de toutes les substances. Donc, nous sommes dans une situation où
à tout instant, Sassou peut se réveiller, il modifie tel article, il modifie ceci, et ainsi de suite. Mais même en modifiant cela, peut-être il faudrait qu'il sache qui est qui fait l'objet de poursuites internationales. Et à ce niveau, peut-être les choses sont différentes. Qui n'est pas de père et de mère congolais? Et c'est pas moi qui ai écrit cet article. Donc, en fait, nous sommes dans le chaos constitutionnel au Congo. Il n'y a pas de constitution, Monsieur Perrin. Il n'y a pas de constitution congolaise. Voilà. Et la vraie constitution, pardonnez-moi, pour moi, c'est celle de 1992. Voilà, il n'y a pas autre chose. Les grandes nations comme les États-Unis, ça fait depuis 1789 qu'ils ont la même constitution. La France, c'est depuis 1958 qu'ils ont la même constitution. Mais le Congo, à peine 2015, combien de fois on l'a modifié? Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, Maître Dominique Nkunku, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à nos questions et d'avoir disposé du temps pour nos téléspectateurs. Nous reviendrons encore vers vous pour d'autres questions. Quant à vous, chers internautes, merci également de nous avoir suivis. Vous connaissez la prière, likez, partagez nos émissions et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.